Donc, le titre, donc, Espèces humaines, naissance et diversification en Afrique, en fait, je vais vous faire cheminer à travers les questions que je me suis posées et comment moi-même j'ai essayé d'y répondre. Donc, peut-être que ça prendra un certain nombre de chemins particuliers. J'espère que vous allez pouvoir vous y retrouver. Alors, effectivement, la question qu'on s'est tous posée un jour, tous, c'est d'où venons-nous, qui sommes-nous, d'où venons-nous? Et ça, je ne suis pas sûr que les chiens ou les chats ou les bœufs se posent cette question, mais nous avons quelque chose qu'on appelle la conscience du fait du développement de notre encéphale. Et donc, la rançon de la conscience, c'est de chercher le sens, chaque fois, des choses. Et donc, voilà, nous nous posons cette question, d'où venons-nous? Alors, les premières réponses, et je pense que, de toute façon, la plupart d'entre nous, nous avons une réponse à cela. Et il y a des réponses qui sont connues, des réponses que vous connaissez, et qui dépendent, en fait, des lieux et des peuples qui ont essayé de répondre à cette question avant les expérimentations, les observations, les expérimentations scientifiques. Alors évidemment, le premier, vous le connaissez, c'est le mythe chrétien. Dieu créa l'homme à son image. D'ailleurs, vous constaterez quelque chose, c'est que cette forme-là, c'est mon interprétation, ça a l'air d'un cerveau. Ensuite, vous avez ici le mythe de fondation par la déesse Shiva pour tous ceux qui concernent l'Inde, une bonne partie de l'Inde. Ici, vous avez une Abku qui est le dieu Maya, qui va créer le monde, qui va créer les hommes. Et juste à côté, ici, vous avez une représentation d'une divinité Yoruba, qui est la poule qui, en battant les ailes, a fait les continents et a fait le monde, en fait. Donc vous voyez, en fait, que l'interprétation et la question donc, de l'origine a toujours été posée, on a toujours voulu y répondre, et on y a répondu de façon totalement différente selon les différents peuples, les différents endroits où les hommes étaient. Alors, la vision scientifique est un peu différente puisque la démarche que nous avons, la démarche scientifique qui est donc la nôtre, en tout cas les scientifiques, c'est d'observer, de recenser, de classer, de faire des hypothèses, d'expérimenter, de faire un certain nombre de modèles, de voir si ça colle, etc. Donc c'est la méthode expérimentale, c'est la méthode qu'adoptent les scientifiques. La première chose donc sur ces questions qu'ils ont essayé de faire, c'est de classer en fait ce qui existait sur Terre entre vivant et minéral, faire des similitudes et des différences avec les autres êtres vivants pour aboutir à des arbres phylogénétiques, et puis tenir compte de ce que l'on voit, mais lorsqu'on a pu avoir les microscopes ou avoir accès à des couches géologiques, de faire également, d'essayer d'investiguer le vivant à partir de ceux qu'on ne voit pas, mais aussi à partir de ceux qui ont disparu, comme vous le verrez. Et donc, pour ça, eh bien, on a développé des outils pour appréhender la nature du vivant, des méthodes pour appréhender le passé et mettre les espèces et les liens en lien les unes avec les autres. Donc il y a différents outils, et puis on va dire le temps est venu à des moments où on a pu mettre en relation différentes espèces. La circumnavigation a permis de voir des espèces autre part. Le microscope a permis de voir ce qui ne pouvait pas voir l'œil. La paléontologie a permis d'étudier les fossiles, l'archéologie a permis d'étudier les restes humains anciens, et puis dernièrement, la génétique a permis de pouvoir, à partir donc du génome, de comparer les différentes espèces entre elles. Alors la première chose que les scientifiques la première chose qui me semble important à être très clair, c'est quoi le vivant? En fait, le vivant apparaît il y a à peu près 3,5 milliards d'années sur cette Terre et se différencie du minéral parce que le vivant, par définition, c'est la capacité de se reproduire et de se multiplier. Ce que ne fait pas une pierre, ce que ne fait pas une chaise, mais tout ce qui est vivant est capable de se reproduire et de se multiplier. C'est ça, par définition, la définition du vivant. Et il y a quelque chose d'autre, c'est que le vivant n'est jamais il est toujours divers, comme on le verra tout à l'heure. Par exemple, vous voyez, le vivant est extrêmement divers. Il est, voilà, vous connaissez, et alors des choses qui se ressemblent. Vous voyez qu'un chimpanzé va un peu ressembler à l'homme, un peu moins la souris, le poisson pas du tout.
les dinosaures, la mouche, le ver et la rose, tout ça c'est du vivant. Tout ça c'est du vivant. Donc ça c'est visible, ça c'est pas visible, et c'est toute l'étude donc avec la paléontologie qui permet d'aller retrouver des fossiles et de pouvoir dire ça a existé. Donc ça, on a commencé à pouvoir bien voir ça au XVIIe, XVIIIe siècle. Et comment on a pu voir ça, c'est que, c'est-à-dire les fossiles, on s'est aperçu en fait que dans certaines zones, vous aviez des strates liées donc à la sédimentation, et ces strates géologiques liées donc aux sédiments, on a pu développer petit à petit des méthodes physico-chimiques pour dater en fait l'âge de ces strates. Et on s'est aperçu que l'humanité était beaucoup plus vieille que ce que pouvaient dire les théories, on va dire, par exemple la Bible, où c'était 3 à 4 000 ans. Là, on avait des couches qui remontaient à plusieurs millions d'années. D'accord? Et donc, voilà par exemple ce que l'on peut trouver dans certaines strates. Vous avez ici un squelette d'un dinosaure, ce qui montre qu'il existait, ce qu'on a découvert, alors qu'on ne les voyait plus, mais on a pu les découvrir, pu les dater, et on a pu petit à petit faire, en fait, tout un arbre, en tout cas une idée, en fait, de l'évolution. Donc j'ai mis évidemment le père de cette théorie qui est Darwin, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous voyez que selon ce que l'on connaît aujourd'hui, la Terre se forme il y a à peu près 4 milliards d'années, mais que pour que la vie puisse apparaître, c'est-à-dire les bactéries puissent apparaître, il faut attendre 2 milliards d'années. C'est des mesures que nous-mêmes n'arrivons pas du tout à imaginer, bien sûr. Et puis, ce qui est tout à fait particulier, c'est qu'il y a 500 millions d'années, très rapidement, en quelques millions d'années, mais quelques millions d'années par rapport à des milliards d'années, c'est rien du tout. Ce qu'on observe dans la couche dite cambrienne, c'est alors que là, on n'observait pas grand-chose, au Cambrien, on observe une explosion de formes anatomiques. Pratiquement toutes les formes anatomiques qui existent aujourd'hui, on les retrouve. La base se trouve au Cambrien. Brutalement, existe ce qu'on appelle l'explosion cambrienne, où les formes anatomiques modernes existent et apparaissent. Et ce qui est, c'est effectivement le temps long. Là, c'est évident, le temps. On découvre le temps qui est long de la nature, en fait. Et ce qu'on découvre également, c'est que plus on augmente dans les couches sédimentaires, et plus les espèces qui apparaissent, qu'on retrouve, nous ressemblent. Donc cette notion en fait d'évolution apparaît et se construit dans ces observations de fossiles datés progressivement des couches les plus anciennes vers les couches les plus récentes. Et dans les couches les plus récentes, alors là, bon, évidemment, il y a des espèces plus proches de nous. Et puis tiens, il y a un camion par ici, un petit chien. Bon, donc, il y a un truc. Alors, je vous prie de remarquer également quelque chose de très important. C'est que on a constaté également, c'est qu'entre différentes couches, à des moments, il y avait des extinctions massives. Il y a des moments où 90% des espèces sur Terre ont disparu. La dernière que vous connaissez bien, c'est celle qui exista il y a 65 millions d'années avec la disparition des dinosaures. Et on pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans la 6e extinction, puisqu'il y a une augmentation de nombre considérable d'espèces qui sont en train de disparaître actuellement, maintenant. Alors voilà, on a classé les espèces en différentes, les unes en relation avec les autres. Et quelque chose de très important, c'est que depuis l'explosion cambrienne dont je vous ai parlé, on sait en fait que la plupart des espèces se développent selon le même plan et selon le même programme de développement. Il y a vraiment quelque chose de commun aux différentes formes du vivant sur cette Terre. Et en fait, donc, la façon dont on commence à concevoir les choses actuellement, c'est que vous avez ici dans cette explosion de formes sur quelques millions d'années au Cambrien, et puis en fait, vous avez donc différentes voies que la nature, qui sont permises en fait par la nature et par le temps qu'il faut pour l'expérimentation. Le temps est très très long, et à des moments, vous avez donc des extinctions massives. Ça peut être des pluies de météorites pour ce qui s'est passé pour les dinosaures ou autre chose. Et donc, en fait, seuls certains
certaines branches vont pouvoir donc en fait proliférer, ce qui contredit en fait la vision classique que l'on a, où on passe de quelque chose de simple à quelque chose de plus compliqué de façon totalement linéaire. Vous voyez qu'ici, en fait, c'est une interaction très forte entre les possibilités de forme et de diversité de la nature avec des extinctions massives qui vont permettre à certaines espèces de pouvoir se développer et pas à d'autres. Par exemple, pour ceux qui nous concernent, nous sommes des mammifères qui, à peu près il y a 100 millions d'années, se sont diversifiés parce qu'il n'y avait plus de dinosaures, qui eux sont restés 165 millions d'années sur cette Terre. Il n'y aurait pas eu l'extinction des dinosaures, vous ne seriez pas là aujourd'hui à écouter cette conférence. Alors, l'homme a toujours voulu classer, donc on a essayé de classer, et donc vous avez depuis, au départ donc, des bactéries, des virus, puis après des organismes unicellulaires qui sont apparus, puis on distingue les invertébrés des vertébrés, les mammifères, les primates, et puis les hominoïdes, qui comprennent les grands singes, les australopithecus et les homos, et on verra, on y arrivera tout à l'heure. Et puis à côté donc de ce règne animal, existe donc le règne végétal. Il existe des arbres très évolués, très complets, mais ce n'était pas le cadre pour pouvoir rentrer là-dedans aujourd'hui. Notre difficulté à nous, parce que lorsque je vous dis ça, je vous parle de milliards d'années, de millions d'années, de tout ça, et de changements. La grande difficulté que nous avons, que vous avez, que j'ai, c'est que nous vivons en moyenne à peu près 80 ans. Donc l'expérience sensible que nous avons du changement, c'est que nous savons que les enfants naissent, qu'ils grandissent, nous savons que les hommes vieillissent et qu'ils meurent. Mais même des images de notre passé d'enfants, on l'oublie en fait. Donc vous imaginez qu'il est impossible pour nous d'appréhender ce que ça veut dire, ne serait-ce que 1000 ans. Or 1000 ans ce n'est rien. 1000 ans, c'est l'échelle d'une société humaine. Mais les temps géologiques et les temps d'évolution sont des temps à des millions d'années, des dizaines de millions d'années. Et ceci, nous n'avons pas la possibilité, de point de vue sensible, de pouvoir appréhender ça. C'est pour ça qu'on ne fait que des hypothèses, et on observe et on déduit un certain nombre de choses. Le temps des changements de la nature sont des temps longs et ne sont pas de l'ordre des humains. Alors, la question, en fait, et je me la suis posée, donc je me permets de vous faire cheminer à travers le questionnement que je me suis donné, c'est d'où vient cette diversité, mais aussi cette continuité entre les différentes espèces qui existent. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose de commun? Et qu'est-ce qui est commun? Et qui explique que nous sommes tous des êtres vivants, capables de nous reproduire et de nous multiplier, mais qu'en même temps, nous sommes tous extrêmement divers. Non seulement divers entre les espèces, mais également au sein même de notre espèce, nous sommes extrêmement divers. Qu'est-ce qui fait que ceci existe? Ce qui fait que ceci existe, c'est notre logiciel. Le logiciel du vivant a un nom. Il s'appelle l'acide désoxyribonucléique, l'ADN. C'est ça le logiciel. C'est la double hélice de Watson et Crick, celle qui a été vue dans les années 50, dont on a pu voir la forme après cristallographie, l'ADN. L'ADN, Pierre nous en a parlé abondamment l'année dernière, cette année-ci. Je me permets de reprendre Pierre, ne se sent pas vexé, c'est que comme il y a d'autres personnes, donc je reprends un peu, l'ADN, à quoi ça ressemble? L'ADN, c'est d'abord, en fait, deux brins, comme deux fils, vous voyez ici, le fil. Deux fils où le fil, il est constant. Imaginez vraiment que c'est un fil. Ne vous posez pas la question sur le fil lui-même. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur du fil, qui sont des molécules que l'on va dénommer A, T, G et C. Ce qu'il faut admettre, enfin pas admettre, c'est comme ça que ça se passe. Et il faut savoir que, en fait, lorsque sur un fil il y a un T, et bien au même endroit, en face, sur l'autre fil, il y a un A. Lorsque sur un fil il y a un G, à l'autre endroit il y a un C. Ils marchent par paires. C'est pour ça que l'on parle de paires de bases. Parce qu'en fait, CA-T-G-C, ça s'appelle des bases. Donc, une molécule d'ADN
eh bien, elle aura un T et un A, un C et un G et un C et un A et un T. Est-ce que ça vous paraît clair, ça? Bon. Voici une molécule d'ADN. Voici une molécule d'ADN. Vous voyez, là, il y a 7 paires de bases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce sont des paires de bases, ça va ensemble. Les deux molécules sont accolées. Et puis, une molécule d'ADN aura un nombre X de paires de bases tout le long, ça dépend de sa taille. Voici une autre molécule d'ADN, j'ai signifié là 12 paires de bases, mais là, il y a un nombre X de paires de bases, là, il y a un nombre T de paires de bases. Bien. Ce qui est particulier, c'est que cet ADN, ce n'est pas une simple molécule. C'est qu'à l'intérieur de l'ADN, il y a ce qu'on appelle un code. Et un code de quoi? Alors, c'est quoi le code? Et ça, on dit le code génétique. C'est que tout simplement, enfin, le mot simplement est un euphémisme. Hein? Bon. Il existe en fait, à des endroits de cet ADN, une correspondance entre 3 bases avec en fait un morceau, entre guillemets, un composant des protéines. Les protéines, c'est la viande, c'est ce que vous voulez, etc. Par exemple, vous voyez qu'ici, AAA, ça va être en rouge. GCG, ça va être un peu plus rouge. TTC, ça va être du vert. GTT, ça va être du bleu. Et TTA, ça va être du jaune. Voilà. Bien. Et donc, il existe toute une correspondance très précise, vous voyez ici, entre les bases, TTC, c'est un composé de protéines qu'on appelle phénylalanine, etc., etc. Et là, vous voyez, TTT, non, AAA, eh bien, c'est une lysine. Si je regarde A, où est le A par ici, AAA, c'est une lysine. Voilà, c'est cette correspondance. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez le noyau ici, vous avez l'ADN, j'ai marqué les chromosomes, une photocopie de l'ADN va être faite, qu'on appelle l'ARN. Cet ARN ira dans des usines à protéines, et ça va fabriquer des protéines. Ça paraît simple. Ça paraît simple. Bien. Et les protéines, c'est l'architecture des organismes. Le muscle, c'est des protéines. Les protéines, c'est l'architecture. Donc, vous avez une correspondance entre le noyau, le code, l'ADN, avec les protéines. Et chaque cellule de notre organisme va fabriquer des protéines particulières. Par exemple, certaines cellules du pancréas vont fabriquer de l'insuline. Certaines cellules d'autres parts vont fabriquer le pigment un tel. Certaines cellules des neurones vont fabriquer tel neurotransmetteur, par exemple. À cause de ça, en haut, le code génétique et l'ADN. Alors, vous allez me dire, mais quel est le rapport entre ADN et chromosome? Eh bien, une molécule d'ADN égale un chromosome. Un chromosome contient une molécule d'ADN. Un ovule ou un spermatozoïde, ça contient 23 chromosomes chez l'homme. Et l'ensemble de tous les chromosomes humains dans un spermatozoïde ou une ovule, c'est 3 milliards de paires de bases. Vous voyez, 12 paires de bases. Si vous additionnez tous les chromosomes, les paires de bases de tous les chromosomes, ça vous donne 3 milliards. Il y a beaucoup de milliards. Et comme nous avons des chromosomes qui viennent du papa et des chromosomes qui viennent de la maman, au total, nous avons 2 fois 3 milliards de paires de bases, 6 milliards de paires de bases dans un noyau cellulaire. Mais ce qui est important, en rouge là, ce sont les portions qui codent pour les protéines. En fait, c'est une toute petite minorité de notre ADN. Seulement 3% de notre ADN est codant. Et en total, nous avons 20 000 gènes. Donc nous avons 20 000 gènes, d'accord? Nous avons 2 fois 23 chromosomes. Les gènes fonctionnent par couple, le gène A venant du papa, le gène B venant de la maman. Et au total, nous avons 20 000 gènes sur une toute petite portion de notre génome. Tout ça, je ne vous entraîne pas dans des lieux inconnus, c'est que ça a son rôle pour plus tard. Admirez nos chromosomes. Voici notre génome. Chaque chromosome, il y en a un qui vient du père, l'autre vient de la mère. Ils sont en couple. Ici, c'est mort là. Enfin, les chromosomes X et Y montrent que c'est un homme.
Donc, prenez le temps quand même pour admirer votre génome. Ce n'est pas tous les jours que vous voyez votre génome. Non, mais c'est vrai. Alors, ce qui est important maintenant pour notre histoire, c'est pour ça que j'ai fait ce détour, c'est que l'ADN change. L'ADN change tout le temps. Il change en fonction des rayons. Il change parce que lorsqu'une cellule va se diviser, il est obligé de se dupliquer pour que chaque cellule fille ait autant d'ADN. À cette opération, elle est très dangereuse. Il peut avoir des... Il va changer, il y aura des anomalies qui peuvent se faire. Et ces anomalies sont réparées, mais des fois, elles ne sont pas réparées. Et donc, vous pouvez avoir justement une mutation. Vous voyez, tac là. Alors que là, normalement, on a un A, vous voyez le A ou pas là? Eh bien, le A est devenu un G. Et mince, voilà, très mince. Et comme je vous dis qu'en face d'un G, il y a un C, donc on n'a plus AT, on a GC. Et ce n'est plus la portion protéique rouge qui est là, mais une noire qui est là. Et donc là, on peut être en gros problème. D'accord? Ça peut ne pas fonctionner du tout, cette histoire. Et ça peut donner ça. Ceci est une maladie génétique, mais ça peut aussi donner, chez nous, les cancers. Les cancers sont des maladies de l'ADN. Mais, certaines fois, et comme le temps, comme je vous l'ai dit, le temps de l'évolution est lent, grand, certaines fois, ces mutations, certaines fois, ces anomalies vont permettre l'adaptation et l'évolution des différentes espèces. Là, par exemple, vous avez un changement de l'ADN qui n'est pas une mutation, mais qui est une anomalie de nombre. Vous voyez, par exemple, ce que j'ai entouré en rouge, c'est 3 chromosomes 21. Vous avez donc une trisomie 21. Ici, normalement, le chromosome normal, il est là, comme ça, et là, il y a une partie qui a disparu. Ça vous donne un enfant qui, lorsqu'il crie, il miaule. D'accord? Donc, c'est les conséquences que nous voyons, nous médecins, de l'ADN, mais ceci pour vous montrer que dans la nature, les changements sont totalement, c'est tout le temps. Regardez, ici, vous avez des karyotypes de différentes espèces du vivant. Vous avez les bœufs, les souris, les tweets, l'homme, une plante et une bactérie, son petit génome. Et vous voyez que l'ADN et la forme, le nombre déjà de chromosomes est différent selon les espèces. La forme qu'ont les chromosomes est différente entre les espèces. Et c'est cette différence-là, en fait. Alors ça, c'est pour vous montrer, ça c'est ce que la génétique nous a apporté récemment. Ceci est, on a comparé le génome, on a séquencé le génome d'un homme et le génome des chimpanzés. Et en fait, vous voyez que ici, ce chromosome, tout est en jaune. Ça veut dire que la séquence du chimpanzé et de l'homme est pratiquement identique. Celui-là est totalement orange. Les deux séquences sont pratiquement identiques. Mais vous voyez là, ici, vous voyez ce chromosome? Il est en violet et il est en vert. Ça veut dire que le chromosome 2, en l'occurrence de l'homme, est composé de la fusion de 2 chromosomes d'un chimpanzé. C'est ça la différence entre une des différences majeures entre le génome d'un chimpanzé et le génome d'un homme. Mais le chimpanzé est proche de l'homme. Si vous regardez le gibbon, qui est beaucoup plus loin, il a une queue, que l'homme, vous voyez que, regardez son chromosome 1, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du jaune et il y a encore du bleu. Et donc les chromosomes sont plus une sorte de patchwork entre les chromosomes d'un homme et un chromosome de gibbon. En gros, on va prendre un morceau de gibbon pour faire un peu d'homme, etc. Il y aura des mélanges, en fait, entre... Si on compare les séquences, une partie de ce chromosome chez le gibbon va se retrouver chez l'homme. Une autre partie d'un chromosome chez le gibbon va se retrouver chez l'homme. Comme je sens que vous êtes un peu perdu, je vous ramène sur le chromosome du chimpanzé. Vous voyez que ce chromosome-là, il est totalement jaune. Alors que ce chromosome-là, il est bleu, rouge, marron et bleu. Ça veut dire, c'est comme si vous avez un grand Lego, et pour le chromosome chimpanzé, on a pris les mêmes pour faire, j'exagère là, hein, on a pris les mêmes Lego pour faire le chromosome 1 du chimpanzé et le chromosome 1 de l'homme, alors que pour le chromosome 1, si on part du gibbon, il faut prendre plusieurs morceaux de chromosome du gibbon pour faire un chromosome 1 de l'homme.
Et c'est encore pire pour l'homme et la souris. Regardez, là, il y a plein de petits morceaux, c'est plein de patchwork. Et si vous prenez le poisson, mais quand même, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le même ordre, mais on retrouve les gènes du poisson chez l'homme. C'est ça qui est important. Mais ils ne sont pas dans le même ordre. Non seulement il peut y avoir des mutations, des bases qui se sont inversées, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais ce qui est surtout important, ce qui s'est passé, qui a des conséquences dramatiques en termes d'effets, ce sont des remaniements chromosomiques, et ceci vous illustre cela. Est-ce que c'est clair, ça? On continue. Il faut donc retenir que, 1, l'ADN est le père de tous les vivants. J'attends que vous me disiez... je savais ça. La mère s'appelle... Non, c'est pas vrai. J'ai dit ça exprès. Je savais qu'elle allait me dire ça. Et j'ai dit ça exprès parce que la réponse, elle est là. Le père, c'est l'ADN. Mais la mère, c'est l'ARN. Parce que le pouvoir se montre et la force se cache. On va y revenir après. C'est pas de moi, hein, c'est un proverbe yoruba. Bon, allez. OK. Alors, l'ADN, donc, c'est une molécule qui, en interaction avec l'extérieur, va se changer, va se modifier. Une donnée fondamentale, c'est le temps. Le temps est un temps qui est très long. Et le temps va permettre à la nature d'expérimenter tous les changements possibles de l'ADN. Le changement de l'ADN explique l'évolution des espèces, explique les maladies génétiques. Et les maladies génétiques, en fait, ne sont que le tribut que nous payons à l'évolution. Ce sont les mêmes mécanismes qui vont donner des maladies génétiques qui vont permettre l'évolution des espèces. C'est pareil. En gros, nous partons de 4,6 milliards d'années. La Terre apparaît. La vie apparaît sur Terre il y a 3,5 milliards d'années. Les cellules entre 2,7 milliards et 1,5 milliard d'années. L'explosion cambrienne apparaît il y a 550 millions d'années. 5 extinctions massives. Après la dernière extinction, vous avez le développement des mammifères. Et il y a 200 000 ans, juste 200 000 ans. Et qu'est-ce que c'est que 200 000 ans? Sur 3,5 milliards d'années, apparaît l'Homo sapiens. Et pendant tout ça, ce qui permet à ça de se faire, c'est de l'ADN qui sort d'une petite molécule totalement circulaire chez les bactéries et qui va se complexifier progressivement pour donner le génome que l'on a actuellement. Mais comme je vous ai montré en comparant le génome d'un poisson et celui d'un homme, tout est en relation l'un par rapport à l'autre. Et donc, en fait, c'est des remaniements, beaucoup de remaniements, et c'est bien connu actuellement, mais je ne peux pas rentrer dans ce détail, mais c'est une complexification des molécules d'ADN dans un génome qui vont entraîner justement les différentes formes qui existent dans cette nature et qui vont finalement faire apparaître, il y a 200 000 ans, l'Homo sapiens, qui est caractérisé par le monsieur que vous connaissez ici. Alors, focalisons-nous maintenant plus sur l'humain. D'où est issu l'humain? Il est clair que vous ne vous posez pas la question, lorsque vous voyez une souris, lorsque vous voyez un ravet, un cafard, ou lorsque vous voyez une abeille, de la proximité entre vous et l'abeille. Vous ne posez pas la question. D'ailleurs, pour vous, ça n'a aucun rapport. Effectivement, c'est très loin. Mais lorsque vous voyez ces êtres-là, vous vous dites qu'il doit y avoir quelque chose de proche. Alors, peut-être pas pour le gorille. Oui, quand même. Un petit peu. Mais l'orang-outan, qui est un grand singe d'Asie, qui peut être debout, et ceux-là, et je ne vous parle pas, les chimpanzés, et je ne vous parle pas de leur comportement culturel, les chimpanzés. Donc, eux, la différence qu'il y a, alors, ils nous ressemblent plus, pour ce que l'on voit actuellement, ce qui est une grande différence, parmi les différences, on les verra, c'est qu'ils sont des bipèdes occasionnels. Nous sommes des bipèdes. Il y a des gens qui ne marchent pas assez dans la salle. Mais c'est un problème, parce que
en fait, ce qui caractérise notre espèce, c'est que nous sommes des bipèdes. Et donc, ressemblance et différence entre les grands singes et l'homme, ce qui va permettre, en fait, donc les scientifiques se sont vraiment concentrés là-dessus, c'est l'anatomie comparée, la paléontologie et évidemment la génétique. En fait, ce qu'on admet aujourd'hui, selon les fossiles, c'est qu'il y a 35 millions d'années apparaissent en fait les grands singes parmi un règne beaucoup plus grand qu'a décrit Alain la dernière fois, les primates. Je rappelle, les primates, c'est les premiers que tu avais dit, hein. Nous avons une caractéristique au niveau donc, de tout cela, là, je ne vais pas dire les grands singes pour ne pas choquer personne, c'est que nous avons quelque chose de très particulier qui est l'opposition du pouce. Vous savez, à 9 mois, lorsque les enfants grandissent, vous les voyez un moment faire ça comme ça, tenir les feuilles de papier, ils tiennent. À 9 mois apparaît l'appréhension, l'opposition entre le pouce et les autres doigts. Le chat n'a pas ça. Vous savez, le chat, il ne peut pas prendre, hein? Mais nous pouvons prendre. Ceci est une caractéristique des primates, l'opposition entre le pouce et les autres doigts. Et puis, en fait, donc, on admet que selon cette courbe d'évolution, les humains apparaissent il y a 200 000 ans. C'est à 7 millions d'années, il y a quelque chose entre les chimpanzés et les humains, et les gorilles, le orang-outan un peu plus avant. Là, nous avons vraiment donc les grands primates, et on les appelle des hominoïdes, parce qu'ils ont cette capacité de pouvoir marcher sur les deux pieds de façon pas totalement, sauf l'humain qui est lui bipède permanent. Ce qui va faire en fait les grandes différences, et là c'est de l'anatomie comparée, les grandes différences donc entre les humains avec les grands singes. Tout d'abord, c'est effectivement la station debout. La station debout qui va faire en sorte que donc il y a un redressement et donc il y a tout un système musculaire par derrière ici qui est beaucoup plus développé chez les humains que chez les grands singes. Et puis vous regardez ici, ils ont une position où ils peuvent marcher à 4 pattes puisque vous avez des bras qui sont beaucoup plus longs. D'accord ? Deuxièmement, vous avez au niveau donc du crâne une disposition tout à fait particulière, c'est-à-dire l'angle que fait, si vous tassez une barre entre la mâchoire supérieure et puis le front, vous avez ici un angle qui est pratiquement de 90 degrés, alors que chez les grands singes, il est de la moitié, à peu près de 45-50 degrés. Ceci est une différence majeure. La dentition aussi est extrêmement importante. Vous avez des crocs au niveau des grands singes que nous n'avons pas. Et quelque chose de très très important également, c'est la position du trou occipital, d'où sort la moelle épinière, puisque au niveau des grands singes, vous voyez, c'est carrément la région postérieure, puisque ça va dans l'alignement en fait de leur position. Okay ? Alors que chez l'homme, avec le redressement, le trou se trouve au beau milieu de la base du crâne. Pareil au niveau des pieds. Le pied, si vous prenez le pied, cette partie fixe en dehors des doigts est beaucoup plus forte, ce qui permet une marche beaucoup plus sécurisée. Cette position également, ce relèvement, je n'ai pas mis ici, ce relèvement en fait du crâne va créer, donc la nuque va dégager des espaces par derrière au niveau du pharynx et va permettre la possibilité de l'articulation de la voix. Ce que n'ont pas comme possibilité donc les grands singes. Alors, voici par exemple une énorme différence, c'est le volume également des crânes. Le volume si vous regardez le rapport entre les rapports entre poids et contenance des crânes, il est de 4 pour le gorille, de 8,7 chez le chimpanzé et de 19 chez l'humain. C'est-à-dire le volume d'un crâne humain est supérieur au volume donc des crânes des gorilles et chimpanzés. Ensuite, le bassin d'un grand singe n'a pas la même configuration. Celui de l'homme est plus large ici, mais plus étroit à l'intérieur, ce qui a comme conséquence de faire en sorte que le petit de l'humain ne peut pas avoir une tête trop développée. Donc la tête du petit de l'humain va se développer après la naissance parce qu'il ne pourrait pas passer par ici, dans le canal. Et donc c'est pour ça que le petit de l'humain va prendre du temps pour pouvoir marcher, pour pouvoir se développer, parce qu'il a les sutures qui ne sont pas fermées, ce qui permet en fait au crâne de se développer, ce qui est différent chez les grands singes. Et puis la position ici et la taille en fait
la taille en fait du fémur, et la distance ici du col du fémur par rapport au grand singe est beaucoup plus grande, ce qui permet en fait d'avoir un écartement beaucoup plus grand et une possibilité de marcher beaucoup plus assurée. Donc, ce qui veut dire quoi? Je suis en train de vous montrer qu'avec donc des crânes, des dents, des bassins, des fémurs, des humérus, des phalanges, on peut donc différencier les différents hominoïdes. C'est important, parce qu'on peut donc voir dans des couches géologiques, dire que ben voilà, on a trouvé tel ou tel type d'hominoïde. En particulier, donc, l'examen des fossiles va permettre de repérer l'apparition des premiers bipèdes jusqu'aux humains. Parce qu'effectivement, entre les grands singes et nous, on a l'impression qu'il y a un trou béant vide. Eh bien, la paléontologie a permis de voir que ce n'était pas le cas. Puisque, voyez-vous, on a pu découvrir un certain nombre donc, de squelettes qui n'étaient pas vraiment des squelettes de grands singes, mais qui n'étaient pas non plus des squelettes d'Homo sapiens, c'est-à-dire d'humains comme nous. Par exemple, les Australopithecus étaient connus depuis un bon bout de temps, mais en 1974, Yves Coppens, que vous connaissez tous, ou beaucoup d'entre vous, Yves Coppens et donc ses camarades chercheurs donc, du Muséum d'histoire naturelle ont découvert au nord-est de l'Éthiopie, il y a 3 millions d'années, un squelette quasiment bien conservé d'un bipède occasionnel, la forme des os permettait de le dire, qu'ils ont appelé Lucy, et si je me rappelle bien, c'est qu'ils étaient en train d'écouter le Lucy's Diamond des Beatles. Donc, c'est une bipède, mais qui quand même conservait la capacité de monter sur les arbres. Donc, c'est tout le règne des Australopithecus. Et en fait, les Australopithecus qui étaient découverts depuis 1924 en Afrique ont régné sur toute cette partie de l'Afrique entre 4,2 et 1 million d'années. Tous les sites en rouge, c'est des sites où, dans les fossiles, on les a trouvés. Ils ont été trouvés dans les fossiles. Ils ont un cerveau un peu plus volumineux que les chimpanzés, 450 cm². Ils ont une denture beaucoup plus proche de la nôtre, mais ils ont une locomotion mixte. Bipèdes, mais également capables de monter aux arbres, donc des humérus plus grands, etc., etc. Ce sont donc le genre Australopithecus qui a donc été découvert. Donc, tout ça, nous sommes en Afrique. Ensuite, alors, les Australopithecus, ils étaient bipèdes, occasionnels. Là, par exemple, vous avez donc une image de pas d'Australopithecus que l'on voit en forme de pied, etc. C'est des traces de bipédie entre 3,6 et 3,8 millions d'années sur un site archéologique qui a été mis en valeur donc, en 1978. Et puis, on a commencé à trouver des squelettes, parce que les fouilles, les moyens ont été beaucoup plus importants. On a commencé à trouver des bipèdes vraiment stables. Pas des bipèdes intermédiaires comme les Australopithecus, mais des bipèdes. Et vous voyez des bipèdes qui sont très anciens, puisque Ororin, qui veut dire l'homme originel dans une langue du Kenya, a été découvert en 2000 et la datation est de 6 millions d'années. Il est bipède parce que vous voyez par rapport à un chimpanzé, le col du fémur ici est court, le col du fémur ici est beaucoup plus grand et correspond en fait aux attributs de la bipédie. Pareil pour Tournaille, en juillet 2004, 7 millions d'années au Tchad. Il conserve en fait des arcades sourcilières très importantes, un front peu élevé, mais ce sont des bipèdes. Et puis, ils ne sont pas Australopithecus, ils ne sont pas de notre genre, enfin, ils ne nous ressemblent pas à cause justement des arcades sourcilières, etc. Ils sont bipèdes, donc pas Australopithecus, mais ils ne nous ressemblent pas véritablement. Mais ce sont des bipèdes. Ensuite, on a commencé à trouver des fossiles du genre Homo. Des gens qui nous ressemblent, en fait. C'est-à-dire que, vous voyez, vous avez donc à ce moment-là un crâne qui est beaucoup plus haut, des arcades sourcilières qui sont beaucoup moins fortes, avec toutes les caractéristiques de la bipédie, avec un trou occipital qui est à la base, au milieu de la base donc, du crâne, avec des dents qui n'ont pas les grosses incisives des chimpanzés. Ils sont capables de manger, ils sont omnivores,
Ils ont un bassin qui correspond justement à la bipédie, les membres aussi. C'est une bipédie qui est stricte, pas beaucoup de fossiles, 190 fossiles. Je mets tout de suite La Belle Histoire de l'Homme, Flammarion, Musée de l'Homme, qui est un excellent livre qui est vendu au Musée de l'Homme et qui va permettre d'approfondir tout ça. Alors, ces homos, on les a trouvés, donc, genre homo, un peu partout, à peu près sur le même territoire que les Australopithecus. Et d'ailleurs, ils ont vécu au même moment que les Australopithecus. Il faut s'imaginer que tout ça, il y avait les Australopithecus. Vous aviez également ces hommes archaïques, entre guillemets, ces gens genre homo qui avaient une capacité crâniale plus faible que la nôtre, mais qui vivaient tous là, au même moment, en vérité. Mais là, on ne voit que quelques traces de fossiles. Parce que le fossile, pour qu'il puisse être conservé, il faut des conditions climatiques, il faut qu'il soit conservé dans des sédiments, enfin, c'est des conditions particulières. Et apparaissent, enfin, vers à peu près 2 millions d'années, les homos, c'est-à-dire avec une capacité crâniale plus importante, entre 500 et 650 cm3. D'abord l'homo habilis, parce qu'il est capable d'avoir des objets, donc on dit habilis, on voit des couteaux à côté de lui. L'homo erectus, qui lui, on dit qu'il domine le feu. Et lui, il part d'Afrique également. Et il va conquérir, en fait, le monde bien avant les sapiens comme nous. On pense que le néandertalien dérive en fait de l'Homo erectus. Sa boîte crânienne est à 1000 cm3. En fait, lorsqu'on regarde un peu à partir des différents fossiles, vous avez donc le tournail qui est il y a 7 millions d'années en bas, et puis petit à petit, vous avez donc ici, autour de 1 à 2 millions d'années, vous avez donc toutes ces espèces qui quelque part cohabitent ensemble. Elles cohabitent ensemble, ces espèces. Et vous avez donc Homo erectus qui va s'éteindre en fait très tardivement. Une de ces branches qui va être le néandertalien va s'éteindre il y a 50 000 ans en Europe. Et puis vous avez donc Homo sapiens. Alors jusqu'où ça va se continuer, je ne sais pas trop bien. Mais cette planche, elle est dans le livre, donc je fais de la publicité pour le musée, hein. Elle est dans le livre du musée, elle résume, elle complète beaucoup plus ce que je viens de vous montrer, mais vous avez donc une idée donc, de la chose. Concernant maintenant les différents crânes, vous voyez que en fait, on a donc des crânes qui augmentent de volume jusqu'aux humains modernes, aux environs de 1300 cm3. Alors, à partir donc des années 80, on a trouvé de très nombreux fossiles, Australopithecus, une autre espèce qu'on appelle Paranthropus, des sortes de bipèdes, les homos. Mais ce qui est dit aujourd'hui, la vision que l'on a des choses, c'est qu'en fait, là encore, la nature a, à un moment, offert, il y a eu un buissonnement, en fait, d'êtres, au départ pas tout à fait bipèdes, puis bipèdes, qui, pendant 1, 2, 3 millions d'années, ont vécu donc dans cette partie d'Afrique. Certains d'entre eux sont partis, les Homo erectus sont partis, c'est l'homme de Java. Certains ont peut-être donné donc tout ce qui est le néandertalien pour ce qui concerne l'Europe. Et petit à petit, ils se sont éteints, ou peut-être que nous les avons éteints. Mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'en Éthiopie, il y a à peu près 200 000 ans, on découvre ce crâne, qu'on dit Homo kibish, qui a, lui, les caractéristiques, nos caractéristiques, l'Homo sapiens. Le voilà. C'est nous. C'est comme ça que vous êtes, comme ça que je suis, tout le monde est comme ça. Et donc, daté à 200 000 ans, on estime que l'apparition réelle, en tout cas le développement de notre espèce, date d'à peu près 200 000 ans. Et on va retrouver donc, en fait, toute une série de sites en Afrique où il y a en fait un mélange d'hommes totalement modernes, avec des hommes qui n'ont pas tout à fait la même capacité crânienne, mais qui sont différents des Australopithecus. Tout ça, entre 200 000 et 1 million d'années. Tout cela vivait probablement en petites bandes, avec donc la capacité
pour les homos de pouvoir parler du fait de leurs caractéristiques anatomiques. Et puis parler est quelque chose d'important parce que, imaginez par exemple qu'il y a une gazelle se trouvant, pas une gazelle, un lion se trouvant près de la rivière qui se trouve à 2 km. S'il y a un chimpanzé qui fait le guetteur, il va dire il y a une gazelle, mais s'il y a un homme qui est capable de parler, il va dire vous savez, il y a une gazelle se trouvant exactement à 2 km. Si nous déconnons et s'il ne pleut pas, on va peut-être pouvoir être capable de partir, etc., etc. Et de ce fait, le langage articulé a été capable de donner aussi à ces groupes, on suppose, une capacité culturelle et une capacité de se développer qu'ont pas les autres groupes. Il n'y a pas que ça, mais ceci a joué probablement de façon importante. Donc, l'homme existe donc en Afrique, on en voit depuis donc 200 000 ans. Et puis, on commence à voir des fossiles d'hommes, autre part, par exemple en Bulgarie, il y a 90 000 ans. Ce qui veut dire que l'Homo sapiens va vivre en Afrique et se diversifier en Afrique pendant près de 120 000 ans. Et ceci fait toute la différence, et c'est extrêmement important lorsqu'on parle de diversité génétique. Et ce qui permet en fait de mieux étudier le rayonnement de l'homme, c'est effectivement les fossiles et l'archéologie, les langues. Il y a un spécialiste des langues qui s'appelle Cavalli Sforza qui a bien étudié ça, et la génétique. Moi, je me bornerai un peu à la génétique pour voir un peu cette histoire d'Homo sapiens qui s'étale et qui conquiert à pied, pas de bateau, peut-être des troncs d'arbres, mais pas de moteur, à peu près un rythme de 1000 km par siècle, qui va conquérir l'ensemble de la planète au bout de 90 000 ans. Alors, je suis désolé de revenir, on va finir là-dessus, sur l'ADN, parce que c'est ce que je sais le mieux. Donc, ce que nous apprend l'ADN, c'est les études des changements, que l'ADN peut changer, je vous ai expliqué. Ça, ok, on sait. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les changements ne donnent pas que des maladies. Les changements permettent l'évolution, vous avez vu les chromosomes différents, mais chez nous, ils permettent la différence entre nous. Et cette différence se fait en fonction, pour beaucoup, du climat ou des infections que l'on rencontre, enfin bref, des conditions extérieures. Voilà un certain nombre d'exemples. Vous avez ici une molécule d'ADN. Les gènes rouge, vert, bleu. Un changement d'ADN, comme l'a expliqué Pierre Darlus, c'est-à-dire une mutation, une base qui se change pour une autre, peut survenir n'importe où dans l'ADN, et la plupart du temps survient à un endroit où il n'y a pas de gène, puisque je vous ai dit que seulement 3% du génome est codant pour des protéines. Mais la mutation peut survenir sur un gène, mais aussi à côté d'un gène, et qui va modifier sa capacité de s'exprimer. Je prendrai un exemple très simple, la lactase. En Guadeloupe et en Martinique, à partir de 30 ans, la plupart des personnes ne supportent pas le lait. Par contre, la plupart des personnes ici en France supportent le lait. Pourtant, tout le monde petit supporte le lait. Le lait, il y a un sucre dans le lait qui s'appelle le lactose, qui est composé de 2 boules, on va dire ça comme ça. Ces 2 boules, lorsqu'elles arrivent à l'intestin, il faut qu'elles soient coupées pour que ça puisse être digéré. Et pour être coupé, il y a une enzyme qui est sécrétée par le tube digestif qui s'appelle la lactase. La lactase, tous les humains, les petits des humains, ont de la lactase. Mais à partir de 30 ans, la lactase, elle diminue. De ce fait, les gens qui n'ont pas de lactase, comme moi par exemple, lorsque je mange un yaourt, du lait, etc., je suis obligé de sortir de la maison avant de me coucher. Sinon, il faut vraiment beaucoup de choses. Bref, où je passe mon temps aux toilettes. Vous comprenez, les gaz, la diarrhée, etc., etc. Parce que le lactose reste non digéré et ça irrite l'intestin. Eh bien, certaines populations dont les ancêtres étaient des pasteurs, qui étaient des éleveurs pasteurs, eh bien, ces populations ont développé, ont sélectionné, puisque ça survient à n'importe quel moment, des mutations qui vont modifier, juste avant le gène, le territoire qui permet l'expression du gène. Et ces populations, en Europe,
mais aussi certaines populations en Afrique, sont capables de sécréter, après 30 ans, de la lactase. Et vous comprenez que dans ces populations éleveurs, ce gène de la lactase va se répandre dans la population parce que plus les gens ont ce gène, et mieux ils vont se porter. Et comme le lait est une source de protéines importante, eh bien ce sont ces gens-là qui vont prospérer. Donc la fréquence de cette particularité dans cette population va se développer. Et c'est pour ça qu'on va la trouver à une fréquence accrue dans ces populations. La drépanocytose, c'est pareil. La personne qui a une mutation dans l'un des gènes de la drépanocytose, je vous ai dit que ça fonctionne toujours par deux, eh bien, le falciparum, le parasite de la drépanocytose, ne va pas aimer cela du tout. Il ne va pas se développer. Donc, les personnes qui vont être AS, S, c'est l'allèle muté, le gène muté, eh bien, ils vont être plus résistants au paludisme. Et donc, ils vont prospérer. Et donc, la fréquence de cette mutation dans les populations va augmenter. D'accord ? Pareil pour la couleur de la peau, pareil aussi pour la résistance aux infections. Vous avez des modifications qui vont permettre que des gènes vont s'exprimer, etc. Ces modifications ne vont pas donner de maladie. Elles vont exister chez nous et on les appelle des polymorphismes. Sur nos 3 milliards de paires de bases de notre génome, 32 millions sont des sites de polymorphisme. Je ne sais pas si vous imaginez le changement. Nous sommes tous différents à cause de ça, entre autres. Certains vont nous donner et vont donner à certaines populations des résistances particulières et d'autres l'inverse. Mais, et ça c'est fantastique, il n'y a pas que des mutations. Il peut y avoir des changements dans la longueur de notre ADN. C'est-à-dire mon ADN n'a pas la même taille que votre ADN. Et vice-versa ici. Parce que certaines régions de l'ADN peuvent être multipliées un nombre de fois importante. Regardez par exemple ici, vous avez un gène qui s'appelle l'amylase. On l'a fait apparaître en couleur. Ce n'est pas du tout au crayon. C'est qu'on est capable de faire ce genre de choses. Chez le chimpanzé, il a une seule copie. Regardez ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ici, 15. Le gène de l'amylase permet la digestion de l'amidon, du glycogène. Dans les populations où l'alimentation était riche en glycogène, eh bien, cette forme amplifiée de ce gène, donc de nombre de copies de ce gène, a été augmenté et a été sélectionné dans la population. OK ? Donc, pareil pour la résistance aux infections, on peut refaire la même chose pour un des gènes qui permet de lutter contre le sida. Certaines populations sont plus résistantes au sida que d'autres, parce que l'endroit où il existe dans l'ADN, ce gène, est amplifié plusieurs fois. Et donc, va faire que la population, les gens dans cette population qui ont cette particularité vont devenir plus nombreux. La fréquence va devenir plus nombreuse. Et donc, on peut, à ce moment-là, caractériser les populations humaines en fonction de la fréquence des polymorphismes qui sont une adaptation en fonction du milieu. Et donc, voilà, ces variants d'ADN peuvent caractériser des populations par leur fréquence. On peut donc construire des arbres phylogénétiques des populations grâce à la comparaison de l'existence et de la fréquence de ces variations entre les différentes populations et à l'intérieur des populations. Et ceci est une carte qui est une carte de la séquence de l'ADN mitochondrial que nous a montré Pierre l'autre jour, où l'ADN mitochondrial est un ADN qui n'existe pas dans le noyau, mais dans des structures de la cellule qu'on appelle des mitochondries. Et ici, on part d'une molécule qui est très peu, on analyse l'ensemble des molécules qui existent dans le monde, et on voit en fait, lorsqu'on les compare les unes par rapport aux autres, qu'elles sont toutes reliées, et que celle qui est à l'origine, la moins changée, se trouve en Afrique. L'une des raisons qui a fait dire aux généticiens, qui faisait rejoindre la génétique avec la paléontologie, que les humains venaient en fait d'Afrique. Et ça permettait également ici de voir un peu la migration des humains. Ils sont partis d'Afrique, ils sont sortis par là, et peut-être par là, parce que la distance était peut-être moins grande. Certains ont été ici en Malaisie, il y a 48 000 années. Ici, il y a à peu près 15 000 ans, ils ont conquis l'Amérique du Sud. Enfin bref, il y a donc un schéma de la migration des humains donc, sur notre planète. Alors ceci, je sais,
Ça vous paraît totalement rébarbatif, pour autant c'est important, mais c'est les quelques diapos qui restent, il n'y en a pas d'autres. Maintenant, on connaît toute la séquence de l'ADN. Donc on connaît les endroits qui sont variables des individus et qui sont caractéristiques des populations. Et donc ici, on a ces endroits, on les appelle donc des marqueurs polymorphiques. Est-ce que ça... c'est mort. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, on a pris 1000 marqueurs polymorphiques, donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, sur 2432 Africains de 113 territoires, 98 Africains américains, 21 Yéménites, 252 personnes en Europe, 432 d'Inde, 10 Mélanésiens. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que la variation entre ces marqueurs était immensément plus grande en Afrique que dans les autres populations. Chaque barre rouge, on va dire, est une fréquence particulière d'un polymorphisme particulier. Chaque barre. N'essayez pas de rentrer là-dedans, il faut simplement voir qu'ils sont différents ici et que la différence est beaucoup plus grande ici qu'ici. Ça, c'est une carte montrant, justement, regardez l'Afrique et la différence génétique des populations d'Afrique par rapport à celles qui existent dans le reste du monde. Elle est beaucoup plus grande en Afrique. Ça, c'est une autre expérience très récente, je crois que ça date de 2015, où on a pris en fait un certain nombre de variations de copies. Vous savez, ce que je vous ai montré là, le nombre de copies qui variait de 2 à 3 à 5, etc. Et en fait, dans chaque population, il y a, on va dire, une fréquence particulière, c'est-à-dire une population qui est caractérisée par 5 copies, une autre par 6 copies, la même région, bien sûr, mais le nombre de copies est différent. En vert, vous avez simplement les emplacements des individus qui ont été testés. Donc, toute une série, voilà, vous avez toutes les populations qui ont été testées. Vous voyez que les gens travaillent beaucoup sur ce type de problème. Okay ? Et voilà ce qu'on observe. Alors, ceci veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on regarde, en fait, les différentes populations humaines sur la base de ces polymorphismes, on voit ici que les populations africaines se singularisent par rapport aux autres populations mondiales. Et lorsqu'on regarde le nombre de polymorphismes, c'est beaucoup plus grand en Afrique que dans le reste de la population mondiale. C'est ce que vous devez retenir de ça, simplement. Et en fait, on en arrive en fait à, non seulement avec les schémas, avec les résultats des études de paléontologie, de linguistique et de génétique, à l'hypothèse suivante, c'est que, en fait, il y a 200 000 ans, vous avez en fait, donc ici, vous avez eu les branches d'Erectus qui vont vous donner ici le Néandertal et puis un autre groupe d'hommes qui ne va plus proliférer, qui s'appelle les Décinoviens. Ça, c'est en dehors donc d'Afrique. Et vous avez ici, en fait, le tronc de l'homme moderne qui va, en fait, vous donner toute une série de populations humanoïdes en Afrique, mais qui vont s'éteindre. Et ici, qui va vous donner différentes branches qui existent toujours, donc qui sont nous. Mais vous voyez, là, on a l'Homo sapiens qui est là, avec des différences qui commencent à se faire en Afrique déjà. Et en fait, c'est ici que vous allez avoir, on imagine à peu près 1000 personnes qui vont sortir d'Afrique et qui iront former les autres populations mondiales. Or, cela continue à se diversifier. Et c'est pour ça qu'en Afrique, les populations sont plus diverses, en fait. C'est qu'en fait, la diversification avait déjà commencé avant la migration d'une partie de ces personnes en dehors d'Afrique. Et vous avez donc les différents groupes d'Afrique, qu'ils soient pygmées ou d'autres, avec des langues particulières. Et d'ailleurs, Alain pourra vous dire beaucoup plus sur ces questions tout à l'heure. Il pourra mieux commenter que moi cette diapo avec différents types de familles, de langues, différents peuples, différentes ethnies
en Afrique. L'Afrique est l'endroit, le continent où, sur une même région continentale, vous avez des caractéristiques géographiques, des caractéristiques liées aux infections, des isolats possibles en termes de population qui sont considérables, qui fait qu'en fait, vous trouvez en Afrique eh bien, des différents types de populations. Vous trouvez des pygmées, des cueilleurs-chasseurs, des agriculteurs, des personnes qui vont parler des langues qui n'existent nulle part ailleurs, les fameuses langues à clics que vous allez trouver en Afrique du Sud. Et surtout, quelque chose d'assez impressionnant, près du tiers des langues mondiales se trouvent en Afrique. Le tiers. Donc, pour conclure, je dirais que le sapiens émerge en Afrique il y a 200 000 ans. Il commence à en sortir il y a 90 000 ans. Qu'il était déjà diversifié avant la sortie d'Afrique. Que c'est en Afrique que la diversité génétique et culturelle est la plus vaste. Que l'Afrique contient plus de 2000 groupes ethnolinguistiques, un tiers des langues du monde. Que la diversité linguistique diminue à l'extérieur donc de l'Afrique. Et que, en fait, finalement, la couleur de la peau, c'est juste une apparence, qui ne devient race que par l'action de la conscience humaine. Et puis, on s'est donné rendez-vous aujourd'hui. Bon, je crois que... Je ne sais pas quelle heure j'ai. Donc maintenant, place aux questions. C'est bon, ok. Donc il y a déjà une première question, une deuxième. Ok. Voilà. Alors attends. À moi La dame d'abord, juste là. Merci, bonjour. C'était très intéressant ce que vous nous avez exposé. Par contre, je pensais que vous auriez aussi montré le génome du cochon, parce que j'ai appris récemment que le cochon avait un génome proche de l'homme à 95%. Et je voulais voir s'il y avait une énorme différenciation avec celui de l'humain. Et finalement, je ne sais pas si je vais choquer l'Assemblée, mais longtemps on a dit que l'homme descendait du singe. Finalement, c'est vrai. Malheureusement, lorsque l'homme a pris conscience qu'il était descendant du singe, le racisme s'est développé. Et en même temps, c'est vrai que nous ne savons pas où nous allons, mais en espérant que ce soit... qu'il y ait moins de discrimination entre la diversification des peuples et plus une unicité, quoi. Voilà. Merci. Alors, je n'ai pas eu encore l'occasion de me pencher sur le génome des cochons. Mais lorsqu'on dit à 95%, il faut savoir, je verrai, je vais regarder exactement de quoi il s'agit. Parce qu'en fait, si on parle du nombre de gènes, ça peut être possible, j'en sais rien. Par exemple, on dit que le génome humain est proche à 99,5% de celui des chimpanzés. Pourtant, on n'est pas des chimpanzés. Et les 0,5% qui restent ne font pas toute la différence. En fait, lorsqu'on regarde le génome d'un chimpanzé et celui d'un homme, ce que l'on observe, c'est que il existe de nombreuses différences dans l'ordre des séquences entre un génome de chimpanzé et un génome d'homme.
il y a une anomalie, enfin une particularité chromosomique que l'on appelle une inversion. C'est-à-dire, si vous avez par exemple 1, 2, 3, l'inversion va vous donner 3, 2, 1. Entre l'homme et le chimpanzé, il y a à peu près 1500 inversions. Or, l'inversion peut être quelque chose d'important parce que ça peut modifier le contexte dans lequel s'exprime un gène. C'est-à-dire, un gène peut totalement ne plus s'exprimer par le fait qu'il existe une inversion, par exemple. Hein. Donc, il faut vraiment voir ce que ça veut dire. Maintenant, sur la deuxième question, l'homme descend du singe, ça a été vraiment... on a beaucoup critiqué Darwin pour ça, ça a été un raccourci. Je pense pas que... Ce qu'on peut dire, c'est que nous avons un ancêtre commun avec le chimpanzé, par exemple. De toute façon, on a un ancêtre commun avec tout le monde. Hein. Si vous avez bien suivi, on a un ancêtre commun avec le poisson, on a un ancêtre commun avec tout le monde, en fait. Je pense que c'est ce que je retiens de la chose. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, moi, il m'est arrivé ce qui arrive, paraît-il, à un bébé qui naît sur 100 000 en France. C'est-à-dire que je suis né avec une queue, moi. Vous voyez ? Alors, elle était, d'après mon frère aîné, elle était un peu en tire-bouchon, comme un cochon. Alors, je voudrais savoir si j'étais plus près du gibbon, le dernier à avoir des queues, ou j'étais plus près du cochon. Non, je pense que tu es un Homo sapiens, Ouais. tout à fait normal. Il aurait fallu, alors tout d'abord, je ne sais pas lorsqu'ils disent que... Alors, la queue des hommes, c'est pas celle qu'on pense. Non, pas celle de devant. Disons que c'est apparu Non, mais je sais, au bout de la colonne vertébrale. Je sais bien. Alors j'ai été opéré d'ailleurs. C'est le coccyx en fait. Oui, le coccyx. Oui. Voilà, c'est le coccyx. Donc Ouais. il peut avoir des malformations du coccyx. Il existe des gènes que l'on connaît qui interviennent dans la formation du coccyx. Et peut-être que tu as eu une particularité de ces gènes qui a fait qu'il y a un os qui a poussé un peu plus. Mais c'est tout. Il était en tire-bouche. Merci énormément pour tous ces rappels. Et vous avez parlé des gènes, 3% de gènes codants. Donc je trouve ça étonnant que dans la nature, elle s'embête avec 97%, donc des milliards d'informations à reproduire. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire là-dessus ? Pourquoi il y a cette dépense-là d'informations, d'énergie comme ça qu'on se trimballe depuis des milliards d'années ? Est-ce qu'il y a peut-être aussi, de temps en temps, ça peut servir à quelque chose quand même ? C'est pas codant, mais... Enfin, c'est... Voilà, ce chiffre que vous avez donné, là, me dit bon, pourquoi ? Que 3% codant ? Et j'ai ajouté codant pour des protéines. D'accord. Ça fait toute la différence. Oui. Je m'explique. En fait, pendant très longtemps, effectivement, on s'est dit que c'est de l'ADN poubelle et on ne comprenait pas. Alors, tout d'abord, il faut, dans cet ADN qui ne code pas, il y a de l'ADN de structure, c'est-à-dire de l'ADN qui est important pour, par exemple, la division des chromosomes lorsque les chromosomes se dupliquent et doivent se diviser lors d'une division cellulaire. Lors d'une division cellulaire, il y a ce qu'on appelle des fibres de tubuline du fuseau mitotique, enfin bref, pour entrer un peu plus dans les détails, qui viennent se placer sur les chromosomes qui sont dupliqués et qui amènent chaque chromosome à un pôle de la cellule qui va se diviser. À cet endroit-là, l'ADN est particulier. Il n'est pas codant, mais il est constitué d'ADN très répété, comme s'il fallait assurer en fait une structure particulière à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez de l'ADN qui se trouve à l'extrémité des chromosomes, ce qu'on appelle les télomères. Les bouts des chromosomes s'appellent des télomères. Et les télomères, c'est une structure particulière parce qu'il faut éviter que les chromosomes puissent se coller les uns avec les autres. Donc, il faut en fait des structures répétées qui vont faire des boucles, pas les boucles de la queue, qui vont faire des boucles pour pouvoir empêcher les chromosomes de fusionner entre eux. Ça, c'est aussi de l'ADN qui n'est pas codant, mais qui est extrêmement important. Enfin, il y a tout le reste, en fait. Et ce qu'on a découvert il n'y a pas longtemps,
c'est que dans tout le reste, il y a ça code pour des ARN, mais qui ne codent pas pour des protéines, mais qui vont réguler l'expression des gènes. Où il existe également dans ces régions non codantes des régions aussi tout à fait particulières qui vont guider l'expression des gènes, soit dans le cerveau du même gène, soit dans le cerveau, soit dans la main, soit autre part. Donc ce sont des régions régulatrices de l'expression des gènes et c'est ce qui sont extrêmement importantes en fait. D'accord? Donc c'est ça la réponse donc, à votre question. Donc elles servent à quelque chose de très important. Il y a 20 000 gènes, mais par exemple dans les régions dites non codantes, il y a à peu près près de 18 000 ARN qui sont codés dans ces régions. Et puis pour finir, réellement, il s'est passé dans le génome de certains mammifères et dont l'homme, quelque chose d'assez étonnant, de très étrange en fait, qui a été en fait un envahissement du génome par de l'ARN. C'est-à-dire que l'ARN est une photocopie de l'ADN, on va dire ça comme ça, une photocopie d'un gène, et cette photocopie est amenée aux usines là, pour pouvoir faire des protéines. Et bien il y a des ARN qui ont la capacité de redevenir l'ARN, à la différence de l'ADN, à un simple brin. Il y a des ARN qui sont capables de devenir en double brin et de se réintégrer dans le génome. Et en fait, il y a à peu près 100 000 ans, 120 000 ans, il y a eu une invasion en fait, de l'ADN de certains mammifères par ces ARN. Une invasion extrêmement importante hein, qui fait que près de 40% de notre génome est composé de ce type d'ADN répété, dont on ne sait pas à quoi il sert véritablement, mais qui a joué un rôle extrêmement important dans l'expansion en fait, de notre génome. Autre question ? Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir par rapport à l'apparition de l'Homo sapiens il y a 200 000 ans, apparemment c'était en Éthiopie, vous l'expliquiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut expliquer que justement l'apparition se soit faite sur le continent africain et pas par exemple sur un autre continent? Comment vous pouvez expliquer ça? Voilà, c'est une question. Ben, moi, je ne l'explique pas. Je vais peut-être laisser Alain dire quelque chose. Mais ce que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'il faut bien qu'il... En gros, je vais répondre un peu en disant il fallait bien qu'il naisse quelque part. On va dire ça comme ça. Il y avait manifestement un processus et des conditions qui ont fait que toute une série de bipèdes intermédiaires, comme les Australopithecus, de bipèdes totaux, entiers, naissent dans la même région, en fait. On les voit tous naître dans la même région. Les Australopithecus, les Homo habilis, Erectus, les autres homos, et même les grands singes, chimpanzés, gorilles, ils naissent là. Ils naissent dans cette région, qui est une région équatoriale. Ils auraient pu naître également dans une région équatoriale en Asie, hein. Mais ici, ils sont nés là parce que... comment vous dire ça? Ce qui est particulier, c'est qu'on en parle parce que nous sommes là. Mais comme nous sommes nés, il fallait bien qu'on naisse quelque part. Enfin, c'est un peu de la part l'absurde, mais je n'ai pas d'autre réponse, en fait, à ça. Je ne sais pas, Alain, Oui, ce qui est sûr, c'est que la souche préhumaine, elle est africaine, et c'est ce que Darwin avait dit, hein, qu'on est parents avec les gorilles et les chimpanzés. Donc le tronc est là, et de ce tronc se détachent régulièrement des branches. Et la branche la plus importante qui va sortir d'Afrique, c'est celle des Homo erectus il y a environ 2 millions d'années. Donc ceux-là, on les retrouve dans tout l'ancien monde. Mais l'arbre continue à prospérer en Afrique et à produire d'autres branches. Cela dit, c'est vrai qu'une branche d'Homo erectus en Asie ou en Europe aurait pu produire les hommes modernes. Ça s'est passé, en fait, à proximité de la racine. Mais c'est un hasard, je pense. On a une question par là. Bonjour. Bonjour. Alors, on a pu constater que tous les êtres vivants est composé d'ADN. Et j'aurais aimé savoir, en fait, quel est le père de l'ADN. Oui. Alors, on ne peut répondre qu'à des choses qui ont été expérimentées. Nous n'étions pas là, on ne peut pas expérimenter ça. Moi, la seule chose que je constate, et ce n'est qu'une seule constatation, c'est tout. Je constate qu'il y a, avant l'apparition donc de l'ADN, il n'y avait pas le vivant, c'est-à-dire il n'y avait pas cette... En tout cas,
Le vivant tel qu'il existe aujourd'hui, cette capacité de se reproduire et de se multiplier, ça n'existait pas. Il y avait des minéraux, d'après ce qu'on comprend, qu'il n'y avait pas une seule molécule d'ADN. Qu'aujourd'hui, donc 3,5 milliards d'années après, il y a des études, il y a une étude une simulation qui a essayé de regarder qu'est-ce que ça donnerait si on mettait toutes les molécules d'ADN du vivant ensemble. Ça donnait quelque chose qui était plus grand en fait que la longueur de l'univers en expansion. C'est-à-dire en fait l'ADN n'existait pas, là maintenant il a envahi. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de l'ARN avant, parce qu'en réalité on pense, les théories modernes pensent que l'ARN est arrivé avant l'ADN. Parce que l'ARN, en fait, en lui-même, a des propriétés d'enzymes. Il est capable de faire beaucoup de choses. Il est capable de faire une photocopie de l'ADN, de l'amener aux usines. Or, les usines elles-mêmes sont formées d'ARN. Enfin, l'ARN est quelque chose d'extraordinaire. Donc, à votre question, qui est le père de l'ADN, je répondrai l'ARN. Et si vous me demandez quel est le père de l'ARN, je vous répondrai que je ne suis pas sûr qu'il ait un père, mais ce que l'on imagine, ce qui est dit dans le scénario actuel, c'est qu'il y a 4 milliards d'années, il y a cette planète qui s'est constituée, la Terre, que pendant, elle s'est refroidie, pendant des millions d'années, il y a des météorites qui sont tombés, qui ont apporté de l'eau, et que, en fait, des éruptions est sorti les continents, et que des météorites est apparu donc les océans, que d'autres pluies météorites ont apporté des molécules organiques, et d'ailleurs c'est ce que la météorite Chury, qui vient d'être explorée, a montré, qu'il y avait des composés organiques sur cette météorite, et que de ces composés organiques, des molécules complexes se sont faites. Les molécules complexes, et ce que je vous disais au départ, ce sont des interactions entre des atomes, et la question qui est difficile à comprendre, c'est la question du temps, c'est-à-dire d'interactions chimiques peuvent naître en fait des molécules. Lorsque l'ADN naît, lorsque l'ARN naît, il naît au bout de, je ne sais pas combien, de peut-être 1 milliard d'années. Le temps est très long et la possibilité d'avoir des interactions et de former des molécules est à ce moment-là quelque chose qui doit être possible. Mais si par derrière ce que vous me dites, vous me posez la question de Dieu, je vous dirais qu'en fait, il est possible que Dieu ait inventé l'ADN, l'ARN, mais j'en sais rien. Une autre question? Oui, j'ai 2 questions. C'est moi? Là, je suis là. Ah d'accord. La première, c'est que quand on parle de mutation, ça veut dire quoi exactement? Est-ce que c'est dû à l'atmosphère, à l'environnement, à des problématiques de santé? Enfin voilà, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et la deuxième question serait, est-ce qu'après l'Homo sapiens, il y a autre chose? Est-ce qu'on est amené à évoluer à autre chose que ce qu'on est aujourd'hui? Je vais laisser Pierre répondre à la question sur après l'Homo sapiens. Pour ce qui concerne les mutations, il faut savoir qu'en fait, oui, ça peut être, c'est d'abord quelque chose de normal, c'est-à-dire lorsqu'une cellule va se diviser, pour qu'elle se divise en 2 cellules filles qui doivent avoir le même matériel génétique. Donc, elle est obligatoirement, cette cellule, dans une obligation de multiplier par 2 son ADN. Cette opération de multiplier par 2 son ADN s'appelle la réplication de l'ADN. Donc, réplication de l'ADN. Et c'est un phénomène qui est compliqué, qui est sujet à erreur. Et les erreurs, elles existent, et il existe évidemment des mécanismes de réparation. Mais les erreurs sont par définition dans toute action qui se fait. D'accord? Donc des erreurs surviennent. Il existe beaucoup de mécanismes qui font que lorsqu'il existe une erreur, la cellule peut être stoppée, soit elle répare, soit elle envoie, elle meurt. Mais dans la réparation, il peut se glisser des erreurs. D'accord? Donc ça survient tous les jours. C'est ce qui fait qu'il y a des maladies génétiques lorsque ces erreurs surviennent dans les cellules, dans les gamètes, c'est-à-dire les cellules sexuelles. Mais c'est ce qui donne les cancers lorsque les erreurs surviennent dans les tissus déjà constitués. Le rôle de ce qui va être agressif, il y a des substances qui sont capables de provoquer des erreurs, ça c'est clair et net. Mais des mécanismes comme, donc, par exemple, l'oxygène, trop d'oxygène, ça s'appelle des ions hyperoxydes, iront abîmer l'ADN, peuvent abîmer l'ADN, entre autres. Des radiations ionisantes vont abîmer l'ADN,
c'est Tchernobyl, c'est toutes les radiations ionisantes, c'est de faire des radios tout le temps, etc., etc., etc. Mais ça peut être donc des substances. Hein. On a incriminé, par exemple, le chlordécone dans le cancer de la prostate. C'est certainement une petite part, probablement. C'est également... j'ai pensé à autre chose, mais j'ai oublié. Ça va venir après. Mais enfin, bref, il y a plein de choses qui peuvent occasionner donc, des erreurs d'ADN. Oui. Mais non, mais j'imagine que Pierre ne veut pas répondre. Mais parce que personne ne peut répondre à ça. Poser ma question. Est-ce que vous n'êtes pas surpris, comme moi, de voir que dans les descriptifs qu'on donne aujourd'hui, on fait sortir des homos depuis l'Afrique seulement 2 fois. Une première fois, c'est Erectus, il y a 2 millions d'années. Et une deuxième fois, c'est Sapiens, il y a 90 000 ans. Et entre-temps, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sortis? Ben, en fait, déjà, peut-être qu'on peut se dire que Erectus est sorti après avoir exploré peut-être très largement l'Afrique. Donc, il est sorti lorsqu'il a fini d'explorer l'Afrique. Et je pense peut-être que pour l'Homo sapiens, c'est peut-être la même chose. Hein. De toute façon, je ne suis pas certain qu'ils ont dit « Tiens, je sors d'Afrique ». Je pense qu'ils ne savaient pas qu'ils sortaient d'Afrique, ils sont sortis. Et je pense que peut-être que d'autres fossiles vont trouver autre chose et qu'on verra après. Mais je pense que, moi, de ceux que j'ai lus, mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de ça, pour le moment, c'est ce que les fossiles disent. Donc, ils avaient le feu. Je sais pas. Il y avait la glaciation. C'est mon tour ou pas? Ah, merci. Oui, non, je ne suis pas spécialiste moi non plus, mais de toute façon, c'est une science qui évolue au fur et à mesure, et ce qui sont des certitudes à un moment donné sont remises en question. Lucie, dont tu as parlé, c'est vrai qu'il y a Toumaï qui a été découvert plus récemment et qui modifie évidemment l'analyse. Moi, j'ai cru entendre que pour la sortie d'Afrique, en tout cas pour l'Homo sapiens, ils sont en train d'évoluer vers 100 000 ans. Donc voilà, progressivement, on recule quand même la datation. En tout cas, au Proche-Orient, il y aurait des traces qui dateraient de 100 000 ans déjà. Et tu as dit qu'il était parti à pied, il était sur tous les continents à pied, mais peut-être que l'idée de petits radeaux, en tout cas, et pas, je crois qu'elle était évoquée notamment pour l'Amérique. C'est des hypothèses, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des lieux, enfin, où ils retrouvent des ossements et qui pourraient laisser supposer qu'il y ait quand même différents chemins, et la voie fluviale, en tout cas par l'océan, n'est pas non plus écartée, avec des petites distances bien sûr, mais elle est envisagée en tout cas pour la partie asiatique et l'Amérique. Oui, bien sûr. Pour les Mélanésiens aussi. On pense que le niveau de la mer était différent, les îles étaient différentes à cette époque-là, la géographie était différente. Je ne suis pas sûr que là, il y a 70 000 ans, les continents étaient beaucoup plus proches. Je pense qu'on était... Par contre, il y a eu des périodes de glaciation, tout ça, mais je ne suis pas sûr que... Je pense que vous parlez de la dérive des continents. Je ne sais pas si il y a 70 000 ans, c'était aussi... Je ne pense pas. Je pense que là, c'est plutôt des choses de millions d'années, on est beaucoup plus loin. Par contre, ce qui est particulier... Oui, ça, bien sûr. Bien sûr, c'est évident. Bien sûr. Par contre, il y a quelque chose qui m'a... C'est comment se fait-il qu'il y ait eu des singes dans le Nouveau Monde? Et que les singes du Nouveau Monde sont différents des singes de l'Ancien Monde. C'est-à-dire, les singes qui existent en Amérique du Sud sont très différents des singes qui existent. Et les gens disent que... Moi, la seule hypothèse que j'ai vue là-dessus, c'est qu'ils se seraient laissés, il y a peut-être 90 millions d'années ou 65 millions d'années, au niveau de l'Atlantique serait dérivé sur des morceaux de bois. Ça m'a semblé un peu bizarre, enfin bon. L'homme de Néandertal a laissé entre 2 et 5% de traces d'ADN dans l'homme en Europe. Mais en Europe. Alors ça pose des problèmes. Il y a des travaux qui s'interrogent sur un certain nombre de maladies, puisqu'on ne peut pas trop rentrer là-dedans, mais les populations humaines
nous savons tous qu'elles sont différentes des populations humaines. De toute façon, il y a des fréquences alléliques de certains gènes qui sont de variations qui sont différentes. Il semblerait effectivement que 2 à 5%, bon, comme il existerait chez les Mélanésiens, pareil 2 à 5% de l'homme de Denisova, et que même dans les populations africaines aussi, il y a, dans certaines d'entre elles, de l'ADN de populations plus anciennes qui ont disparu là aujourd'hui. Oui, moi je trouvais ça effectivement très beau qu'il y a eu tout le temps, même autant des hommes préhistoriques, ces métissages. Mais je voulais revenir aux mutations dont on a parlé, parce qu'il paraîtrait que donc il y a eu un autre phénomène qui est beaucoup plus rapide. C'est ce qui est transmis par les virus qui pénètrent dans notre ADN et qui sont donc qui peuvent amener des autres bouts de gènes codants dans notre ADN très rapidement. Donc, ce qui fait que dans notre environnement, on peut partager avec de l'ADN d'un végétal qui est dans notre environnement. Donc ça serait très rapide. Et je crois que c'est avec ce procédé-là qu'on fait des mutations génétiques, les OGM. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je mélange tout? Ou enfin bon, voilà, c'était pour rebondir sur la question de ma voisine sur les mutations. Est-ce que vous pouvez nous préciser tout ça, tous ces phénomènes-là qui fait qu'on peut échanger effectivement très rapidement des parties d'ADN grâce, je crois, à des virus, c'est ça, ou des microbes, ou les deux? Ce qu'on sait dans la structure de l'ADN, chez nous, c'est que il y a une partie de notre ADN qui est composée de rétrovirus, on va dire ça comme ça. Ça existe, c'est très minoritaire, mais ça existe véritablement. C'est pas ceux qui donnent c'est pas ceux-là qui vont vous donner, enfin, de ceux que je connais, hein, des mutations ou des changements dans notre génome. Notre génome, il change pas pour ça, il change sur la base de ce que je vous ai expliqué, et c'est-à-dire vous avez des populations. Le génome change tout le temps, mais ce qui va stabiliser une forme, qui va stabiliser des fréquences de formes particulières de gènes dans une population, c'est que, une des formes, c'est qu'il aura été adapté à une situation particulière. Je vous ai parlé de la lactase, je vous ai parlé de la drépanocytose. Oui, ça c'est véritable. Maintenant, le reste, je vous ai expliqué également qu'il y a 120 millions d'années, notre génome a été, enfin notre génome, le génome de certains mammifères, a été envahi par des rétrotransposons, enfin de l'ARN qui s'est rétrotransposé. Ça, c'est très clair. Qu'il existe également des traces d'ARN de virus dans notre génome, c'est vrai, mais qui n'est pas particulièrement très actif. Alors, ce qu'il y a, c'est que dans ce qu'on connaît de l'infection virale en pathologie, on sait qu'il y a certains virus qui sont responsables de cancer. L'hépatite B, par exemple, peut être responsable de cancer du foie. Mais dans beaucoup d'espèces, chez les oiseaux, chez les souris, on connaît bien toute une série de virus qui vont donner le cancer. Alors, ce n'est pas la séquence virale qui donne le cancer. C'est que le virus, ce qu'il fait, c'est qu'il va pénétrer une cellule, il va s'intégrer dans le génome de l'espèce et il va en ressortir. Mais il va en ressortir en emportant un gène de l'espèce en l'occurrence. Et ce gène est un gène, par exemple, qui intervient dans la multiplication cellulaire. Et lorsque ce virus ira infecter une autre souris, il va intégrer dans le génome de la souris ce gène de la multiplication cellulaire, mais sous son contrôle. Et comme lui, il se réplique beaucoup, eh bien, ce gène va s'exprimer beaucoup et la cellule va se mettre à se multiplier de façon incontrôlée. Ça, ce sont des maladies, des cancers liés en fait à des infections virales qu'on connaît bien. D'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Super conférence. Alors, juste ma question, excusez-moi pour ma voix. Les scientifiques... Tu as une mutation, là, de ta Oui, voix. voilà, exactement. Voilà. J'ai un chat dans la gorge. Donc, oui, les scientifiques essaient de cloner
le mammouth en ce moment? Vont-ils y arriver? Ça, c'est la première question. Deuxième question, jusqu'où les scientifiques voudront aller au niveau du clonage avec l'ADN? Voilà, c'est ces deux questions. D'accord. Je n'ai pas suivi l'affaire du mammouth. Je sais que ça existe. Je ne sais pas quelle est la qualité d'ADN qui a été, je ne sais pas si Pierre ou Alain est au courant de ça. Je ne sais pas quelle est la qualité d'ADN qui a été récupérée de mammouth. Donc je ne sais pas. S'il est en bon état pour être séquencé, j'en sais rien. Je sais qu'on a pu séquencer l'ADN de tout Néandertal, par exemple, mais de mammouth, je ne sais pas. Donc je ne peux pas te dire, je ne peux pas répondre à ta question. Et puis maintenant, l'autre question qui est une question qui est d'ordre éthique, philosophique ou politique, c'est-à-dire jusqu'où on va, quoi. Je ne sais pas si l'homme s'est déjà, dans l'histoire, donné des limites. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une supériorité dans l'ADN? Est-ce qu'il y a une différence en fonction de la couleur de peau, de race? Est-ce que ça existe? Non. Merci. Mais parce que c'est le même ADN, c'est la même espèce. C'est la même espèce. Puis en plus, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que aujourd'hui, l'humain, j'ai parlé de différences génétiques, c'est vrai, mais l'humain, enfin ça, je pense vraiment que Pierre, là, tu peux mieux parler que moi sur la divergence génétique chez les humains. Elle est certainement très faible, c'est-à-dire les humains, on parle là de populations qui sont fixées, mais les migrations sont considérables, les interactions entre les humains sont très fortes actuellement. Donc on va dire, on n'est plus dans les isolats, on va dire, géographiques, sauf certaines régions et certains groupes. La mixité est extrêmement grande. Je ne sais pas, Pierre, si tu peux dire quelque chose là-dessus. Oui, en fait, l'ADN de l'espèce humaine, elle est très très peu variable. Par rapport, par exemple, à la diversité qu'on trouve chez les chimpanzés. Les chimpanzés sont une espèce extrêmement variable par rapport à l'espèce humaine, pour la bonne raison que l'espèce humaine est relativement récente et que donc il s'est accumulé finalement relativement peu de mutations pour en créer la diversité. Cela dit, ce qui nous intéresse pour reconstruire l'histoire de l'humanité, c'est justement ces différences qui existent au sein de l'espèce humaine. Et c'est elles qui nous permettent de reconstruire l'histoire de notre évolution. Mais globalement, entre deux hommes pris dans des endroits très différents, la quantité de différence est extrêmement faible. Il faut se rendre compte que l'espèce humaine est quelque chose qui est très, très homogène du point de vue génétique. Mais qu'il y a quand même des différences qui fait qu'on peut retracer des scénarios d'évolution, comme tu l'as très bien expliqué. L'évolution de l'homme a duré 80 000 ans et toi, en 1h30, tu as réussi à nous la présenter. Bravo. Je sais pas si c'est un compliment. Encore moi, une dernière question. Pourquoi certaines populations sont plus sujettes, selon vous, au diabète et à l'hypertension dans certaines parties du monde? Alors, je ne saurais vous répondre très précisément parce que je ne suis pas certain qu'on puisse y répondre de façon très claire. Ou si il y a eu des études, je ne les connais pas. Ce que je sais, par exemple, si on prend certaines maladies comme le cancer de la prostate, par exemple, il existe dans un des gènes qui code pour un dérivé de la testostérone, des particularités dans la région dite promotrice, c'est-à-dire la région qui contrôle l'expression, qui entraînerait des taux différents, par exemple dans les populations
d'Africains-Américains qui seraient associés indépendamment de la question de la chlordécone, qui seraient associés à un taux de cancer du pancréas plus important. Ce qui ne veut pas dire que... faut bien comprendre, et je m'appuie sur ce que disait Pierre tout à l'heure, ce sont des différences qui sont pas, c'est pas noir ou blanc, c'est pas il existe du cancer du pancréas dans telle population et pas de cancer du pancréas dans telle population. C'est des questions de probabilité et de fréquence qui peuvent changer en fonction de taux d'expression de tel ou tel gène. Alors pour le diabète, vous savez, le diabète, il y a plusieurs diabètes. Il y a vraiment beaucoup de diabètes. Et il y a le diabète commun, classique. Moi, je ne connais pas, je ne suis pas spécialiste de ça. Peut-être qu'il y a des profils particuliers qui concourent plus au diabète que d'autres, je ne sais pas. Mais c'est comme par exemple les spondylarthrites, des maladies du dos qu'on appelle des spondylarthrites ankylosantes. Vous avez des profils de groupe HLA, c'est-à-dire des profils, on va dire, d'immunité qui vont plus favoriser ça que d'autres profils, par exemple. Ça existe des caractéristiques qui font que tel individu, d'ailleurs c'est ce qu'on essaie justement de pouvoir caractériser, on dit qu'on va faire de la médecine personnalisée pour pouvoir dire que voilà, celui-là aura telle maladie, etc. etc. On en est... Et puis tout ça c'est extrêmement délicat parce que vous imaginez, on est capable on est capable aujourd'hui de faire un séquençage du génome complet très très facilement. Ça se fait couramment dans différents centres médicaux. Aujourd'hui, pour des personnes qui ont des maladies bien identifiées, retard mental, malformation. Mais vous imaginez si ce qu'on appelle donc la médecine prédictive, on est capable de dire que bon ben voilà, vous êtes à risque de tel cancer, parce qu'on est capable de dire ça, vous êtes à risque de tel cancer ou telle maladie génétique, etc. Et qu'on est capable de dire ça et qu'on vous demande ça pour votre examen d'embauche à l'âge de 20 ans, bon ben on va vers des situations très compliquées. Hein. On est dans des situations compliquées. On est dans une situation aujourd'hui où on a séquencé le génome. On connaît la séquence du génome. Alors, ce qu'on ne connaît pas, c'est qu'on ne connaît pas, en fait, les conditions d'expression des gènes qui se trouvent dans le génome. Parce que là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, ce n'est pas 1 ou 0. C'est-à-dire, il y a peut-être toute une gamme dans l'expression d'un gène, c'est-à-dire la quantité de protéines fabriquées qui peut s'étaler peut-être entre 0 et 1. Et ça, tout ça, c'est extrêmement modulé. Ça, on ne connaît pas encore très bien. Mais, en fait, où est-ce qu'on va? Je ne sais pas où est-ce qu'on va. Dernière question. Oui, bonjour. Voilà, j'ai une question. On sait que la vie est apparue dans la mer, donc l'organisme unicellulaire était dans la mer, qui s'est multiplié, qu'il est sorti de la mer sous forme de reptiles, je pense, dinosaures, etc. Mais est-ce que la génétique peut expliquer comment on est passé donc du reptile au chimpanzé? Non, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'il y a aucun généticien qui va prendre ce risque de vous expliquer ça comme ça. D'accord? En plus, on n'était pas là. On n'a pas vu. La seule chose que l'on fait, c'est qu'on fait des hypothèses. Et on ne peut pas faire ce genre de choses. C'est-à-dire, ce que l'on fait, c'est qu'on regarde des faits et on fait des modèles. Et on essaie de relier, en fait, des caractéristiques de génome par rapport à d'autres génomes. Je vous ai montré là comment un génome d'un homme, on pouvait retrouver dans un génome d'un homme un génome d'un poisson. Ça veut bien dire qu'il y a un lien entre les deux. Maintenant, comment ça s'est passé concrètement, je ne peux pas vous dire. Moi, je peux vous dire que ce que je vois. Dernière question. S'il n'y a pas de dernière question, peut-être que moi je peux poser une dernière question quand même. Parce que c'est notre dernier cours de l'Université populaire pour l'avant-dernier, mais pour ce cycle-là. C'est l'avant-dernier cours. Alors, tu as choisi quand même un thème assez intéressant.
peut-être que tu pourrais nous dire par rapport à tes engagements militants, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce genre de module? T'as discuté avec Viviane. Attends, avant de répondre, il y a une dernière question apparemment. Je sais pas. Non, oui, justement. Bonjour à tout le monde d'ailleurs. Ça m'a beaucoup intéressé ce sujet. Et je me pose des questions aussi. Je me dis, bon, l'ADN est d'une certaine façon à l'époque d'aujourd'hui. Alors, comment ça va évoluer l'ADN, étant donné que, au fait, notre condition de vie devient de plus en plus dépendante de choses artificielles, de choses comme comment dirais-je, tout ce qui est environnement, la pollution, comme la pollution, comme notre alimentation. Est-ce que l'alimentation a une incidence sur les gènes et l'évolution de l'individu? Je suppose que oui, parce que même si il n'y a pas d'incidence par rapport à ce qu'on mange, parce que ça n'a pas été traité, l'alimentation par rapport aux gènes, à la génétique. Mais je pense que ça a quand même une incidence importante. Est-ce que l'ADN va se modifier en fonction, même si c'est pas tout de suite, pas aujourd'hui, mais est-ce que ça a un risque d'évoluer d'une façon positive ou négative dans quelques milliers d'années par rapport au stress que l'on subit actuellement à tous les niveaux, alimentation, pollution, tout ça. Voilà. Ce qui est certain, c'est que je ne sais pas ce qui va se passer dans des milliers d'années, mais je sais ce qui va se passer demain et après-demain, et ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que l'alimentation et tout ce qui nous entoure génère des cancers. Et ça, c'est des atteintes de l'ADN. Ça, c'est clair. Hein, le tabac tue par cancer, et le cancer lié au tabac, c'est des mutations. C'est d'abord irritation, multiplication, et lorsqu'une cellule se multiplie beaucoup, le risque de faire des erreurs est beaucoup plus grand, et etc. etc. Donc c'est clair et net qu'il y a une action, mais ça c'est bon, c'est comme la mer qui abîme le rocher. Hein. Je veux dire, la vie fait que tu es en interaction et que les choses... bon. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, on n'est pas dans le temps de l'évolution. Nous on dure 80... Il y a peut-être 200 000 ans qu'on existe, mais c'est rien du tout. C'est ce qui va faire que, je ne sais pas si quelque chose ne va pas apparaître, que je ne sais même pas dans quelles conditions, parce qu'on ne sait pas dans les conditions où les choses nouvelles apparaissent. J'en sais rien du tout. Je peux pas te dire ça, ce n'est pas à notre échelle de temps. Pas du tout à notre échelle de temps, donc je ne peux pas te répondre sur ça. Mais ce qui est certain, c'est que dire que tout est fixé là maintenant, ça ne veut pas dire grand-chose non plus si on tient compte de tout ce qui s'est passé auparavant. En gros, hein, ça ne va pas se passer, hein. C'est sûr que ça ne va pas se passer. Mais imaginons qu'il y ait une catastrophe atomique et que l'espèce humaine disparaît, les cafards vont se développer. Ceux qui vont s'adapter, c'est tout, point. Si tu veux, ça ne va pas plus loin que là, hein. Donc je ne peux pas répondre précisément, mais je peux te dire s'il y a une catastrophe qui fait que nous, et ça peut exister, hein, ça peut exister d'autant plus que... Mais je pense que c'est même pas, et là je sors un petit peu du sujet, c'est même pas la plus grande des catastrophes qui peut arriver à l'homme, ça. Hein. Je pense que peut-être que l'une des catastrophes, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, notre cerveau va être de plus en plus assisté par des ordinateurs. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on imagine, c'est que tu vois, l'homme, il y a 90 000 ans, eh bien, il avait besoin de toutes ses capacités vraiment pour pouvoir survivre dans une atmosphère qui était totalement défavorable. Aujourd'hui, l'action que tu mènes, toi, pour pouvoir survivre, et la mobilisation de zones de ton cerveau ce que tu mobilises dans ton cerveau pour pouvoir survivre est beaucoup plus faible que celle que mobilisaient nos aïeux pour pouvoir survivre. Donc ce qui peut se passer, c'est que peut-être que ça va plutôt se rétrécir qu'autre chose. Et de toute façon, ce n'est pas grave, parce que ce n'est même pas la peine d'apprendre l'étape de multiplication,
puisque de toute façon, sur l'iPhone, on peut faire la multiplication. Juste, j'ai une question. Juste pour savoir, qu'est-ce que tu penses avec l'apparition des nouvelles maladies? Est-ce qu'il y a un rapport dans les maladies rares? Qu'est-ce que tu appelles maladies rares? Toutes les maladies, les nouvelles maladies, les maladies rares. Alors, non. Sur cette question, ce qu'on appelle maladies rares, elles sont rares, mais elles ont certainement toujours existé. C'est qu'on ne les voyait pas, parce que les enfants mouraient. Parce que les enfants, elles étaient noyées dans les infections, les gastro-entérites, dans tout ça, tu vois. Ou bien qu'ils mouraient à la naissance, on ne les voyait même pas, on ne les réanimait pas. Et c'est parce qu'on réanime, en fait, aujourd'hui, et qu'on n'a plus à s'occuper de la mortalité infantile qui était catastrophique, enfin, en Europe, de la mortalité infantile, qu'on s'occupe, si tu veux, des enfants qui ont des malformations, des enfants qui ont un retard mental. Et on s'en occupe de façon tout à fait dans des institutions lorsqu'on peut. Mais elles sont rares, mais elles ne sont pas nouvelles. Probablement pas. Hein. Je ne pense pas. Ok. Oui, alors c'est pas une question. Ouais. C'était pour réagir un peu à ce que j'avais dit il y a une semaine, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a conçu ce module au sein de l'université populaire, on avait un objectif assez clair, c'est combattre le racisme. Et combattre le racisme, c'est bien évidemment accéder à une connaissance scientifique plus poussée. Et c'était comprendre. Alors, il y avait deux choses. Moi, je me souviens quand on avait discuté. On voulait d'une part comprendre effectivement ce qu'était ce racisme scientifique et aussi comprendre effectivement la diversité humaine. Et la séance dernière, en fait, c'était ça l'objet de ma question, c'est qu'en fait, je sais qu'il y a des personnes qui sont venues me voir après et qui n'ont pas, qui se sont posé la question, est-ce que réellement nous avions une position ferme sur la question qu'il existait un racisme scientifique. Parce que dans ce que tu as dit, Alain, et je pense aussi qu'il faut avoir aussi, c'est aussi ça l'objectif d'une université populaire. Là, je crois que quand on vient là le dimanche, on prend de son temps ou un samedi, c'est qu'il faut se dire, je vais peut-être être bousculé dans mes certitudes, mais peut-être pas venir simplement pour écouter, justement, avoir une confirmation de ce qu'on pensait. Et justement, c'est une déconstruction que de venir dans une université populaire. Et donc, c'est une des questions, par exemple, par rapport à Alain, c'est qu'en fait, est-ce qu'il s'agissait véritablement d'un racisme scientifique ou est-ce qu'il s'agissait j'ai envie de dire, d'un niveau de la science à un moment donné qui a effectivement construit du racisme et qui est venu le confirmer. Je crois que cet aspect-là a besoin qu'on en débatte très franchement. Et voilà, par exemple, c'est ça, une université populaire. Est-ce que ce racisme scientifique, est-ce qu'il est aujourd'hui combattu ou éradiqué totalement par l'avancée, par exemple, de la science et notamment de la génétique? Ça aussi, on aimerait pouvoir effectivement avoir des réponses ou en tout cas en discuter ensemble. Mais je crois que c'est vraiment le positionnement. C'est-à-dire, quand on vient là, c'est qu'on se dit on va peut-être effectivement être un peu déplacé de nos certitudes, un peu déconstruit de ce qu'on pensait. Mais effectivement, il y a une vraie interrogation, racisme scientifique ou pas. Qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que c'est le niveau des connaissances qui a entraîné le racisme ou est-ce que c'est parce qu'ils étaient, ces pauvres gens, ils étaient racistes et donc ils ont produit forcément une science qui l'était? Je crois que ce sont des questions dont on a besoin de comprendre si on veut réellement progresser sur notre combat antiraciste. Et sur la diversité humaine, c'était de se dire, ça n'a pas de sens. Tu termines d'ailleurs ton exposé par cela en nous disant, la race, c'est une belle invention de l'être humain. Mais fondamentalement, on voit bien effectivement d'où nous venons et comment il y a quelque chose. En fait, j'ai compté le nombre de fois où tu as dû mettre du commun et du lien.
normalement, ce lien ne devrait même pas nous permettre de voir les différences de peau, enfin, pas seulement de la couleur de peau, mais toutes les différences, effectivement, que nous pouvons montrer. Et pourtant, elles existent. Et en fait, justement, j'espère qu'on pourra avoir ces débats, mais quand j'ai regardé ça, quand j'ai entendu ta conférence, moi, ça m'a passionnée. Je trouve que c'est une histoire passionnante que notre histoire humaine. Mais en même temps, il y a aussi de nombreuses incertitudes qui nous permettent aussi d'y mettre du sens différent. Et dans cette diversité, je peux comprendre aussi qu'on ait envie de s'opposer. Par exemple, quand tu disais que dans une même période, qu'il y avait différents groupes qui vivaient à des stades différents, enfin visiblement, je ne sais pas si c'est juste ce que je dis, d'évolutions différentes, je me suis dit, il devait bien se passer quelque chose entre eux, entre ces différents groupes. Tu as dit, est-ce que l'Homo sapiens n'aurait pas d'ailleurs fait disparaître les autres? Donc on voit bien qu'à cet endroit-là, aujourd'hui, en ayant écouté ton exposé, je me suis dit, mais avoir une conscience de la diversité humaine n'empêche pas le racisme. Peut même, quand on a tous ces éléments, peut ne pas du tout empêcher ce racisme. Peut au contraire, peut-être que la diversité, au contraire, même quand on comprend qu'il y a lien, qu'il y a des points communs, peut encore engendrer justement des divergences, des groupes, des espèces de solidarité, de repli sur soi, parce que justement, il y a quelques différences ou encore des endroits où la science ne nous donne pas de réponse qui nous permettent de mettre du sens qui est le nôtre. Donc voilà, pour reprendre un peu quelle est notre intention dans cette université, ce sont des choses compliquées, mais nous sommes là pour... je pense que ce qui nous fait avancer, en tout cas sur cette question antiraciste, c'est vrai qu'il faut avoir des connaissances. Il faut comprendre, même si on ne comprend pas tout. Il faut avoir des connaissances scientifiques malgré tout. Et il faut comprendre que c'est quelque chose d'assez complexe. Et que peut-être, moi, c'est vrai que je rêvais que dans cette perception de la diversité humaine, qu'on pourrait effectivement, à ce moment-là, sortir et être convaincu qu'il faut plus être raciste. Mais je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Et voilà, bon, on a commencé, il y en aura d'autres. Et que je pense aussi que c'est dans la continuité de l'université populaire qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles à comprendre, mais c'est parce qu'on y viendra régulièrement et qu'on va échanger entre nous et de se laisser réellement déconstruire. Et je pense que parfois c'est compliqué. Et je pense qu'Alain n'a pas pu aussi. Il faut comprendre que parfois nos intervenants ne vont pas jusqu'au bout de leur certitude du moment pour ne pas nous mettre trop en difficulté. Mais laissons-nous déconstruire, entendons justement ce qu'ils sont capables de dire jusqu'au bout, et peut-être que là, effectivement, on trouvera ensemble des solutions. Mais c'était pour vous rappeler un peu le sens de cette université. Oui, un des sens, c'est qu'effectivement, les choses sont compliquées. Alors, on peut essayer de les simplifier, mais souvent, en matière de racisme, le racisme n'a pas besoin de la science, en fait. Simplement, les gens ont des préjugés très anciens, et ça n'est pas seulement en Europe, hein, c'est partagé par toutes les sociétés. Donc la détestation de l'autre, c'est plutôt un caractère qu'on partage assez facilement. Et donc après, qu'on l'habille de science ou pas, ça n'est que pour se conforter. Mais donc le rôle de la science, c'est de regarder derrière. Et là, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Et justement, les avancées sur l'ADN, à mon avis, le fait que l'origine de l'espèce humaine actuelle soit en Afrique, que les Blancs ne soient que des Noirs décolorés, tout ça, ça change quand même un petit peu la perception qu'on peut avoir de la diversité. Oui. Alors... moi, vraiment, si j'ai une idée vraiment qui m'a beaucoup traversé lorsque je travaillais. C'est la dernière phase, c'est-à-dire que c'est à quel point, en fait, mais ça, on n'y peut rien, il y a une immense diversité culturelle et génétique en Afrique.
Et ça, je trouve que c'est ce qui m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire réduire quelqu'un à dire c'est un Africain, et puis croire qu'on a dit ou bien quelqu'un c'est un Noir. C'est-à-dire, je veux dire que moi, lorsque j'ai fait ça, franchement, déjà je le savais, mais c'est pas possible, quoi. Deuxièmement, je dirais que le racisme n'a pas attendu la science pour exister, bien évidemment. Je veux dire, l'esclavage et la traite négrière a existé bien avant le 19e siècle. Et les savants qui étaient là, c'est toujours pareil, nous sommes des humains. C'est-à-dire, ils ont procédé par ordre. Et il l'a démontré, Alain. Ils ont fait des mesures, ils ont analysé les choses véritablement. Mais ils ont de toute façon un prisme particulier. La subjectivité existe. Et d'ailleurs, je vous rappelle, et peut-être qu'on va finir là-dessus, qu'il y a 2 découvreurs théoriques de l'ADN. Watson et Francis Crick. Watson, il n'y a pas longtemps, racontait des conneries sur les races. Voilà, donc écoutez, on va se séparer. On va se séparer. Et on va se séparer. Juste pour vous rappeler, juste une chose, juste une petite chose. L'Université populaire donc, du Comité Marche du 23 mai a ce module que franchement, on va essayer de continuer fermement l'année prochaine. D'ailleurs, en lisant vraiment tout ça, il y a beaucoup de papiers justement sur la structure des populations africaines c'est extraordinaire, les langues, les structures, les différents groupes. Et je pense qu'une des conférences devrait être celle-là. Vraiment, c'est extraordinaire, je vous assure. C'est invraisemblable. L'Afrique est il y a des territoires très différents, des déserts, des zones de fermeture où les gens restent très longtemps. Donc la dérive génétique peut être très importante. Bref, c'est très intéressant et on peut peut-être, justement dans ce cadre-là, aborder ça. On va aborder aussi l'année prochaine aussi la question justement de la couleur de la peau. Non seulement du point de vue de à quoi elle sert, entre guillemets, mais aussi comment des populations, comment en Europe, il y a 7000 ans, les hommes étaient foncés de peau, et comment ça s'est passé le remplacement, ce qui est dit aujourd'hui sur ces questions. Et donc il y a beaucoup de choses que l'on peut voir, que l'on peut étudier dans ce module donc, de l'université, mais nous avons un module histoire qui se fait à la Sorbonne, et deuxièmement, on va finir le module mémoire le mercredi 27 avril. Et c'est un prof de la Sorbonne qui va venir. Et je pense que c'est très important de nous expliquer le rôle des abolitionnistes en France. Parce que depuis très longtemps, depuis bientôt beaucoup de temps là, on parle beaucoup soit des combattants, soit de la vie effectivement de nos parents qui étaient esclaves. Mais nous vivons dans une société et on oublie et cette société est en très grande interaction, elle a toujours été en très grande interaction avec nos territoires. Et le rôle donc, des abolitionnistes en France a été, il a été important. Et je ne parle pas de Victor Schœlcher, hein, je parle d'autres personnes, des mouvements de la Révolution de 48, etc. Et nous avons donc une conférence là-dessus à la mairie de Paris, à l'auditorium. Donc c'est le 27 et c'est à 19h. Voilà. Écoutez, on vous remercie.